Changement de la Constitution et émergence des provinces. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Bienvenue dans votre émission Grande Tribune de ce vendredi 29 novembre 2024. Rapport de l'ODEP sur la gestion des finances publiques et les budgets de la République démocratique du Congo, on va dire depuis 2021. Mesdames et messieurs, vous le savez certainement, ceux qui suivent, du moins ceux qui suivent l'actualité à la loupe, la 11e conférence des gouverneurs s'est clôturée à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Celle-ci s'est tenue sous le thème « Renforcer la gouvernance de province afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoires ». C'était donc ça le thème de cette conférence. Au cours de celle-ci, un événement a marqué également les esprits, et celui justement de cette déclaration des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Voici ce qu'ils déclarent au cours de ces assises. Le collectif des gouverneurs soutient à l'unanimité la démarche de changement de la Constitution, car cette loi fondamentale comporte de nombreuses faiblesses. Cette démarche est donc salvatrice et légitime. Sur le plan financier, le collectif des gouverneurs relève le non-paiement des frais d'installation des gouverneurs et vice-gouverneurs, non-paiement des émoluments des conseillers communaux, le non-paiement des gouverneurs depuis la récente législature, ce qui est une entrave à la loi. Le président Tshisekedi a invité donc les gouverneurs à adopter une gestion exemplaire, affirmant qu'ils doivent instaurer les pratiques qui privilégient la transparence, l'efficacité et le respect des biens publics. Pour orienter les réflexions, il a proposé plusieurs pistes essentielles, notamment promouvoir une gouvernance responsable en tant que pilier du développement socio-économique, renforcer la gestion autonome et efficace des recettes pour les entités territoriales décentralisées, ETD, mettre en place un contrôle rigoureux de la gestion provinciale pour en faire un véritable levier de développement, assurer l'implication active des gouverneurs dans la mise en œuvre réussie du PDL 145 territoires. Ces recommandations visent à consolider les capacités des provinces pour une gouvernance exemplaire et un développement harmonieux. Bon, on va d'abord se limiter là pour le premier sujet. Je donnerai la parole à mes invités. On va donc discuter à ce propos. 11e conférence des gouverneurs. Aspect qui nous intéresse parce qu'on parle du développement de nos provinces. La constitution actuelle comporte plusieurs provinces. Selon les collectifs de gouverneurs, ces faiblesses sont entre autres parmi les blocages du développement de l'émergence de provinces. On se souviendra également qu'à Kisangani, le chef de l'État avait déclaré que dans l'actuelle constitution, ne peut être gouverneur qu'un fils du terroir, et donc il est difficile d'avoir quelqu'un qui n'est pas du terroir être gouverneur, et ceci favorise notamment le clientélisme, le régionalisme, pour ne pas dire même le tribalisme. Le mode d'élection des gouverneurs pose également un problème. Il faut avoir beaucoup de moyens, être le plus offrant pour prétendre briguer ce poste prestigieux de gouverneur de province. Mesdames et messieurs, on va réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui est à la base des problèmes de dysfonctionnement de nos provinces? Les conflits qu'il y a entre les entités, qu'il y a plutôt entre les assemblées provinciales et les gouverneurs. Les problèmes liés aux routes, les problèmes liés à la gestion harmonieuse de l'administration provinciale qui est quasi inexistante dans certaines provinces. Aujourd'hui, on dit même que dans certaines entités territoriales décentralisées, il n'y a même pas de bureau des administrateurs de province. Quelle est la cause principale? La Constitution peut-elle aussi être parmi les raisons qui permettront à ce que ces problèmes soient éludés? Pas automatiquement, mais à travers le temps. Mesdames et messieurs, on va donc réfléchir ensemble sur la gestion de nos provinces. Alors, 3 invités sur ce plateau avec qui nous allons donc échanger. Je commence par présenter mes invités par ordre d'arrivée. Monsieur Eri Massimbo,
Bonjour, vous êtes coordonnateur de l'ONG Kinshasa Mérite Mieux et vous soutenez également la vision du chef de l'État. Bienvenue dans Grande Tribune. Merci beaucoup, cher Dan. Et merci aussi à l'équipe technique qui nous accompagne. Je profite de l'occasion pour saluer le premier d'entre nous, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que j'aime bien appeler l'épouse nationale. Et je salue toutes les Quinoises et les Quinois qui nous suivent partout ailleurs où ils se trouvent. Et nous déplorons la souffrance de la population quinoise face aux embouteillages, au manque des routes urbaines et au manque d'eau, d'électricité, et aussi à certains dérapages, l'indiscipline, le manque de respect des codes de la route et tant d'autres fléaux qui gangrènent la ville de Kinshasa. Okay. Le manque des routes en est l'un des principaux pour les embouteillages. Vous savez, messieurs, dans l'état des infrastructures routières dans la ville de Kinshasa est plus que déplorable. L'avenue Kabambar est impraticable. L'avenue Kassavour est impraticable. Le boulevard Poids Lourd est impraticable dans sa totalité. Willery, la même chose. Donc, en fait, Kinshasa aujourd'hui n'a pas de route. La route université, de quitter Rompanga pour arriver à Kinshasa aujourd'hui, nous souffrons pour entrer et pour sortir aujourd'hui. La route a été coupée au niveau de Béni, de l'avenue Béni. Donc aujourd'hui, les gens souffrent au niveau des triangles pour monter, pour prendre la route Kimwenza, pour aller vers l'université de Kinshasa, les cliniques universitaires, vers l'université de Kinshasa et vers Kimwenza là-bas, et c'est impraticable. Les routes sont détruites. Toutes les routes sont détruites. Donc en fait, je ne sais pas, est-ce que ce sont des routes... ces routes étaient réhabilitées déjà à un certain moment. Bien évidemment, à plusieurs reprises d'ailleurs. À un certain moment, ça a été bétonné. Mais c'est quelle qualité de béton aussi? Vous savez, le problème des créerages et aussi le problème de la gestion des déchets au niveau de la ville, c'est un grand problème. Avec l'arrivée de Daniel Bumba, nous avions créé, parce que comme vous le saviez, dans le cadre de Kinshasa Mérite Mieux, nous avions souhaité soutenir M. Daniel Bumba dans ses premières heures. Mais 100 jours après, à la tête de la ville de Kinshasa, jusque-là, il ne donne pas des signaux crédibles pour une meilleure gestion ou une meilleure gouvernance de la ville de Kinshasa. Parce que les problèmes qui étaient sous Gentini Ngobila, ce sont les mêmes problèmes qui perdurent encore aujourd'hui. Les récents événements de l'accident sur la route Matadi au niveau de Matadi Kibala, vous savez, à l'époque de Gentini Ngobila, il y a eu un accident où une file de haute tension avait cédé, qui avait tué plus de 15 Congolais avaient perdu leur vie, où leurs corps ont été transportés dans les remorques. Et quand on avait posé la question à Jatingo avait répondu, déjà, on a mis et bembe dans l'ambulance. Donc aujourd'hui encore, ce même problème est encore là. Parce qu'il y a un accident, il y a 7 morts. Donc c'est encore déplorable. Nous avions vu la mobilisation à l'époque de Jatingo Bila, où le membre du gouvernement avait fait leur descente sur place, où ils avaient promis la construction d'un marché moderne au niveau de Kibala. Mais jusque-là, rien n'a été fait. Et le marché là, les gens continuent de... Les marchés pirates est toujours là. C'est maman la vente là. Toujours. Et le gestionnaire de ces marchés-là perçoit la taxe de ces mamans-là. Donc, à un certain moment, ils reconnaissent l'existence de ces marchés pirates. Donc, nous faisons appel au premier d'entre nous, le président de la République, et aussi aux élus provinciaux et nationaux au niveau de la ville de Kinshasa, d'ouvrir l'œil et le bon. D'accord. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils puissent trahir les contrats sociaux qu'ils ont eu avec leurs électeurs. Très bien. Au profit des accords politiques. D'accord. On comprend que le chef de l'État, il est sollicité partout. Il doit aller ici, il doit aller là-bas. Il est vraiment l'homme à tout faire. Alors, M. Trésor Kalala, porte-parole de l'AADC et cadre de cette famille politique, bonjour et bienvenue également dans Grande Tribune. Merci M. Dan pour la considération, l'invitation que vous m'avez lancée. Comme vous savez, ça a toujours été un plaisir de nous retrouver sur le plateau des Congo Buzz. Ici, nous avons la facilité d'atteindre un grand nombre. Donc, je salue les co-panélistes avec lesquels nous allons partager ce plateau et beaucoup plus aussi les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre.
et les membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, dirigée par Madame Adèle Kabena. Et j'aimerais faire un clin d'œil au DG de la DGI, mais là, j'ai profité de l'occasion pour dénoncer aussi un fait. Nous sommes en train de risquer, quand je dis nous, ça veut dire la République démocratique du Congo, et on risque de tomber en déficit des récoltes de ces impôts. Pourquoi? Parce que le DG de la DGI est gêné par le ministre des Finances et c'est très grave. Vous savez, le DG de la DGI a 4 ans à la tête de la DGI et nous tous, nous savons qu'il s'est caractérisé par les dépassements de ses assignations. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret. La DGI existe depuis 1888 et depuis 1888 jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois avec le DG en place, Barnabé Mouakadi, où nous avons vu que la DGI a contribué avec 33% du budget national. Donc aujourd'hui, les gens disent que le budget a augmenté. L'une des raisons qui ont fait à ce que le budget de la République puisse augmenter, c'est notamment par l'apport de la DGI qui a contribué à ces budgets à hauteur de 33% du budget. Mais le ministre des Finances, il est là, il arrive, il est transfuge de l'UDPS. Mais curieusement, ce n'est pas seulement la DGI, mais elle a bloqué toutes les régies financières. D'abord, je vous informe que ça fait 4 mois que les régies financières ne sont pas payées. Et on a bloqué les mouvements des mises en place. On a même bloqué les mouvements des engagements. Parce que j'informe là qu'il faut qu'on engage les gens. Il y a un personnel qui est déjà vieux. Il faut les remplacer par un personnel jeune. Le pays a besoin de l'emploi. Les jeunes ont besoin de travailler. Mais il y a une opportunité à la DGI, mais le ministre des Finances a bloqué. Il y a des mises en place qu'on doit faire. Toi, tu peux être incompétent en Matete. Il faut qu'on t'amène, par exemple, la commune de Kinshasa. Vous comprenez? Mais ce mouvement-là est interdit et ça bloque la collecte de fonds de la part de la DGI. Il y a un principe qui dit qu'il faut agrandir la main-d'œuvre pour maximiser les recettes. Donc, là où 3 personnes pouvaient récolter 10 000 $, si on ajoute 5 personnes, on peut aller à 15 000 $. Donc, le ministre des Finances, il est là. Il n'a même pas une année, mais il bloque. Il a arrêté pour dire. Il y a une circulaire il a signé une autre circulaire pour interdire tous les mouvements et les engagements et les mises en place. Donc, il a tout bloqué. Et même pour payer les gens qui génèrent de l'argent, ça devient un problème. Ils sont démotivés. C'est comme ça que j'ai dit, il y a risque que nous puissions vivre un déficit dans la collecte de fonds, surtout du côté des impôts. Mais nous avons gratté, nous avions eu la vérité. Pourquoi le ministre des Finances est en train de se comporter comme ça? Le ministre des Finances est transfuge de l'UDPS. Mais curieusement, il est en train de mettre son parti politique en place. Voilà. Il est en train de créer un nouveau parti politique. Son propre parti politique. Son propre parti politique. La question que nous nous posons, pourquoi avant qu'il ne soit ministre, il n'a pas mis un parti politique en place? C'est maintenant qu'il est ministre. C'est maintenant qu'il met un parti politique en place. Là, nous pouvons aller par ricochet, que donc avant, il n'avait pas d'argent pour mettre un parti politique en place. Parce que pour mettre un parti politique, il faut avoir l'argent. Donc, c'est depuis qu'il est ministre des Finances qu'il a l'argent. Et voilà maintenant qu'il met un parti politique en place. Et plus loin, il semble qu'à cause de ses intérêts, lui, et de son parti, il a bloqué ses mouvements dans les régies financières parce qu'il veut caser là-bas les membres de son nouveau parti. Et par conséquent, il faut que les dirigeants de ces institutions, ici je peux citer la DGRAD par exemple, il a mené un lobbying là-bas et le DG qui est là, c'est sa proposition. Donc il doit les gérer, les contrôler afin de faire insérer les membres de son nouveau parti politique. Il est dans ce même combat maintenant du côté de la DGI. Il faut que le DG Barnabé Mouakadi puisse partir, que lui puisse influencer un nouveau DG qui sera là, afin maintenant d'ouvrir la porte aux nominations et même de mise en place. Mais malheureusement, ça n'aide pas les pays. Il y a un adage qui dit, mieux vaut un diable que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Mais nous avons une institution comme la DG, la première des régies financières, qui donne beaucoup d'argent à la nation, dans les caisses de l'État, mais c'est là qu'il y a maintenant un grand combat. Et là, le peuple va en pâtir, parce que quand les budgets baissent, il y aura des répercussions sur la population. Pendant que nous avons besoin d'engagement, nous avons besoin d'argent, nous avons un problème de chômage, et il y a une institution qui se propose pour quand même résoudre tant soit peu ces problèmes-là. Mais il y a un ministre des Finances, parce qu'il est obsédé par ses intérêts privés, et voilà, il est en train de torpiller la gestion au quotidien
plus particulièrement dans les secteurs de la direction générale des impôts. Donc ici, j'interpelle le ministre, le premier ministre carrément, et plus loin même le président de la République qui nomme les mandataires par ordonnance présidentielle, qu'ils puissent gratter au niveau des régies financières et plus particulièrement à la DGI, ils vont découvrir que l'actuel ministre des Finances, je cite Doudou Famba, n'est pas dans la vision du chef de l'État. Qu'il serve la nation, mais qu'il ne soit pas là pour favoriser ses intérêts privés avec un nouveau parti qu'il est en train de créer. Et voilà, il veut caser ces gens dans les régies financières, chose que nous n'allons pas accepter. Nous allons nous opposer jusqu'à ce que le président de la République ou les premiers ministres vont nous écouter pour qu'on vienne remettre de l'ordre dans ces secteurs. Merci beaucoup, M. Trésor Kalala. On vous a entendu. M. Joseph Edeba, il est avec M. Matata Pogno Mapon dans le parti politique LGD. Monsieur Joseph Edeba, ça fait longtemps que moi je vous ai reçu sur ce plateau. Je vous ai suivi récemment avec Monsieur Mpinda. Richard, c'était houleux. Mais quand même, je suis content de vous retrouver également. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Dan. Bonjour à mes co-débatteurs. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent. Je suis très heureux de me retrouver avec vous sur ce plateau, parce que ça fait longtemps, il faut l'avouer, pour échanger sur la thématique, les thématiques qui, n'est-ce pas, arborent notre actualité politique. D'entrée de jeu, je vais vous faire un constat tout à l'heure. C'est que, autrefois, c'était les opposants qui, dans des plateaux, faisaient des dénonciations. Dénonciations en rapport avec la gouvernance du pays. Mais actuellement, il faut se rendre compte que ce n'est plus les opposants qui font des dénonciations de comment les pays et les institutions de l'État sont mal gérés, mais c'est nos amis du pouvoir eux-mêmes qui font des dénonciations, qui attaquent les uns comme les autres, membres du pouvoir. Vous l'avez compris tout à l'heure que mon frère Kalela est rentré dans le bain d'attaquer le ministre des Finances qui est aussi cadre de l'Union sacrée dont ils sont membres. Et donc, en effet, comme je l'ai dit toujours, les animateurs politiques de qualité dans les institutions définissent les progrès. Aujourd'hui, nous avons une mauvaise gouvernance qui sévit nos institutions. Nous avons une mauvaise gouvernance à quel niveau? Dans presque tout le niveau. Quand il a parlé des finances publiques, je vais vous l'étaler parce que nous allons aborder des questions. Je vais vous démontrer que nous avons une mauvaise gouvernance qui s'incarne, je vais dire qui s'étale sur presque beaucoup de services de l'État aujourd'hui. Et ça, c'est le reflet de l'absence totale du leadership de nos dirigeants, qui, n'est-ce pas, cause aujourd'hui beaucoup de torts aux Congolais. Mon frère, ici, les présidents de... C'était quoi votre association encore? Kinshasa mérite mieux. Kinshasa mérite mieux. J'ai beaucoup apprécié votre intervention tout à l'heure parce que vous dénonciez que les Congolais et les Kinois souffrent. Les Congolais et les Kinois souffrent des routes. Mais il n'est pas de l'Union sacrée, il faut le préciser. Je suis en train de préciser parce que c'est une structure rattachée à l'Union sacrée, il faut le dire. Bien qu'il ne soit pas politique comme tel, mais il est rattaché à l'Union sacrée parce qu'il a commencé par saluer les premiers d'entre nous qu'il a toujours défendu C'est un devoir pendant un moment bec et ongle. Et donc, en effet, il faut comprendre par ici que c'est le tenant du pouvoir aujourd'hui qui dénonce la souffrance de la population. Donc, c'est grave. Et donc, nous autres de l'opposition, par moments, on manque même des mots parce que tout est dit à l'introduction. Mais j'aimerais bien que nous puissions aborder la thématique du jour pour que nous puissions rentrer dans le bain de la chose. Merci bien, M. Joseph Edeba. Très rapidement, on va prendre la première thématique, messieurs, dames, c'est la gestion de nos provinces. Ceux qui se rendent en province, même ceux qui vivent en province, on va tous se rendre à l'évidence que, voilà, il y a un problème sérieux de développement. Les routes sont en état de délabrement avancé. Il y a un problème de chômage. Le chef de l'État l'a évoqué déjà dans son passage à Kalemi. Problème de chômage des jeunes, problème d'infrastructures administratives. Mesdames et messieurs, on va se poser la question de savoir, dans cette constitution, certes, tout est organisé. Les provinces, la capitale, tout le pays, mais il y a des faiblesses. Ces faiblesses portent-elles également sur
le manque d'avancement de nos provinces. On va se poser la question à ce sujet. Monsieur Eri Massimbo, vous avez, à votre prise de parole, vous avez aussi dénoncé le fait que Kinshasa, il y a des sérieux problèmes, il y a des problèmes de route, problèmes d'eau, il y a des accidents. Vous avez rappelé un fait de 2022 où il y a eu des morts à Matadi Kibala. Yeah. Alors, dites-nous, monsieur Eri Massimbo, dans la gestion de nos provinces, certes, cette constitution, il organise tout. Il y a des faiblesses, les gouverneurs l'ont dit. Ces faiblesses portent-elles sur ou empêchent-elles aussi, on va le dire, nos provinces de décoller? Est-ce que cette constitution empêche-t-elle quelque part nos provinces d'aller de l'avant? Monsieur Dan, vous savez, nous avons appris dans l'école du leadership et du management que certaines faiblesses peuvent être transformées en opportunités. D'accord? Peut être transformées en opportunité, de l'opportunité en réussite. D'accord? Ce n'est pas parce que vous avez échoué dans tel domaine que vous allez toujours échouer dans autre domaine. Peut-être le domaine dans lequel vous avez échoué, ça peut vous orienter vers un autre domaine où vous serez un peu plus brillant que dans l'autre domaine. Voilà. Donc, le problème de la gestion de la ville, il faut toujours rappeler que nos provinces sont des entités décentralisées. Territoriales décentralisées. D'abord, qui bénéficient d'une certaine autonomie de gestion et d'une autonomie du point de vue financier. D'accord, parce que nos provinces aujourd'hui se sont dotées des structures de mobilisation des recettes. Ouais. Alors, ces recettes qui sont mobilisées au niveau de province, est-ce que ça sert réellement à la province? Vous savez, c'est dans aujourd'hui, avec nos analyses, nos réflexions, on se pose la question de savoir, est-ce dans la gestion quotidienne de la res publique, de la chose publique, est-ce que entre le respect du contrat social et le respect des accords politiques, qu'est-ce qui prime au cœur de la gestion du pouvoir? Contrat social Que le peuple a conclu avec ses dirigeants lors des votes ou de la fondation même de l'État, ce qui fait même ce qui crée même l'existence de l'État. Et les accords politiques qui font des systèmes, des plateformes, qui créent des plateformes, qui créent de méga ou de sur-méga structures politiques pour le partage du pouvoir, est-ce que ça contribue réellement à une meilleure gouvernance de la chose publique? C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a conflit sur un problème lié à la gestion de la République, parce que nous avions vu cela, nous avions assisté cela au niveau de l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a eu motion de défiance ou de censure, je ne sais pas moi quoi, contre le ministre des Infrastructures, M. Kizao. Des ITP, oui. Mais à ce moment donné, nous avons vu, d'accord, les députés au sein de la plateforme retirer leur signature. Mais alors pourquoi avez-vous signé, apposé vos paraphes sur ces documents-là? Pourquoi l'avez-vous fait? À ce moment donné, ils voulaient rendre les tabliers au peuple ou service au peuple, mais à cause des accords politiques plutôt, ils se sont ressaisis pour retirer leur signature dans ces documents pour trahir le peuple. C'est un acte de trahison envers le peuple que vous avez élu. Parce que le fait sont têtus, messieurs, dames. Peu importe les qualificatifs qu'on peut nous donner sur ce plateau, mais je crois, moi je suis je fais partie de la classe politique émergente où nous primons un leadership éclairé et une vision claire par rapport à la gestion de la chose publique. Nous ne voulons pas nous illustrer dans des pratiques ou dans l'expérience du passé où X a vu Y voler, piller la caisse de l'État et mal gérer la chose publique. Et X, quand il revient, il veut faire... Mais c'est quoi le lien avec la même chose? Ce que nous disons là, c'est quoi le lien mais il s'agit des acteurs et des gestionnaires de la chose publique et de leurs pratiques dans la gestion quotidienne de la chose publique. Aujourd'hui, si on parle plutôt des provinces, est-ce que la ville de Kinshasa aujourd'hui, à ces jours, il y a un gouverneur, bien sûr.
Il y a toutes les institutions, bien sûr. Est-ce que les Quinoises et les Quinois peuvent dire aujourd'hui que la ville de Kinshasa est gouvernée? On sent une absence totale de gouverneurs et de toute son équipe gouvernementale. On sent une absence totale. Vous savez, totale, M. Dan. Vous savez, M. Dan, dans cette ville et dans ce pays, il y a une baisse de prix des carburants à la pompe. Mais nous savons tous que la baisse de prix des carburants à la pompe, s'il vous plaît, à la pompe entraîne la baisse des prix des biens de première nécessité et des transports aussi. Mais qu'est-ce que ça a été fait? Est-ce qu'aujourd'hui, David, des problèmes de Kinshasa, hormis les derniers arrêtés de M. Jean-Pierre Ngobila et la dernière grille tarifaire sur le prix des transports de la ville de Kinshasa, est-ce qu'il y a une nouvelle grille tarifaire? Le problème peut-être se pose. Il y en a pas. Nous avons des gouverneurs qui ont été votés parce que peut-être qu'ils ont été ceux qui ont été les mieux offrants. On n'a pas voté ceux qui ont été compétents. Mais qui était aussi compétent? Parce que la compétence, on le juge sur le fait, pas par rapport à ce que vous avez développé. Bien sûr, il y a une présomption des compétences par rapport aux idées que vous engendrez. Mais à un certain moment donné, sur le fait, la pratique, on doit les sentir pour juger votre compétence. Mais aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, il y a absence totale. Toutes ces mégestions-là, mais c'est à un certain moment donné, c'est lié aussi au niveau des élites. C'est-à-dire les niveaux intellectuels des élites, ça pose d'énormes problèmes. Parce que, quel est le niveau aujourd'hui d'un député provincial? C'est-à-dire, le niveau d'instruction d'un député provincial aujourd'hui. Quand je parle, le niveau d'instruction, ce n'est pas le porteur de diplôme. Parce que le porteur de diplôme, il y en a nombreux. Mais qui sont ces intellectuels-là qui ont la capacité de pouvoir transformer leur milieu, de pouvoir transformer le problème social en politique publique pour donner des réponses conséquentes par rapport à ce que le peuple traverse. Ils n'ont pas encore reçu des frais d'installation, les gouvernements de province. Mais ils sont payés, dans toutes les provinces. Ils n'ont pas encore reçu des frais d'installation. Mais ils mobilisent les moyens. Est-ce qu'ils ne sont pas payés? Leurs cabinets ne sont pas payés? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment pris en charge. Mais ils doivent être pris en charge par qui? Parce qu'ils ont cette autonomie de gestion. Ils ont cette autonomie de gestion. Leurs cabinets sont payés. Les députés provinciaux, leurs cabinets sont payés. Les membres du bureau, tous ces mondes-là sont payés. Mais est-ce qu'ils font, c'est réellement, ils ont été élus par le peuple? Ça pose de nombreux problèmes, M. Dan. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas le respect des contrats sociaux. C'est pour lesquels le peuple vous ont élu. C'est de construire ou de mettre en place des politiques publiques capables de répondre aux besoins de la population, aux besoins quotidiens de la population. Ça n'a rien à voir avec la Constitution, si je comprends bien. Non, en fait, ça n'a rien à voir avec la Constitution. Les problèmes de la gouvernance, les problèmes de la gouvernance, ce sont des problèmes de la gouvernance. Ce sont des problèmes de la gestion quotidienne des entités, mais la constitution, machin, tout ça, ce sont des problèmes normatifs. On peut toutefois l'aborder, mais il faut bien les disséquer avec le problème de la gestion, de la gouvernance. C'est autre chose. C'est autre chose, messieurs dames. Vous pouvez bien gérer une entité sans qu'il puisse y avoir des normes. D'accord? Et les normes peuvent venir pour maintenant structurer votre gestion, définir la gestion. Mais cela ne veut pas, les normes ne précèdent pas des structures. Messieurs dames, des structures, on les crée avant même des lois ou des mécanismes de leur fonctionnement. Merci beaucoup. Les compétences des provinces sont limitées. Il y a des domaines de collaboration, des domaines aussi qui relèvent de l'État central, du gouvernement central. Bon, je donne d'abord la parole à M. Trésor Kalala. Quel est votre avis par rapport à cette question? Les gouverneurs de province dénoncent le fait que depuis qu'ils sont là, depuis la législature, ils n'ont jamais reçu des frais. Sur le plan financier, le collectif des gouverneurs relève le non-paiement des frais d'installation des gouverneurs et vice-gouverneurs, non-paiement des émoluments des conseils communaux, non-paiement des gouverneurs depuis la récente législature, ce qui est contraire à la loi. Vous attendez ce que ces gouverneurs-là puissent être compétents quand ils ne sont pas mis dans des bonnes conditions financières, à tel point qu'il manque même les frais d'installation, eux-mêmes sont impayés? Comment pensez-vous que ces gouverneurs peuvent être compétents? C'est le cas même peut-être de Daniel Bumba qui aujourd'hui en dénonce la mégestion. Ok, merci beaucoup pour la parole.
D'abord, je recule un peu sur les biscuits qu'on venait de donner sur ces plateaux. Mon ami de l'opposition a dit il est totalement sidéré du fait qu'il voit que ce sont les gens du pouvoir qui dénoncent certains faits de mes gestions. Mais je dis, c'est ça la beauté même de la démocratie. Nous ne sommes pas hypocrites. Nous ne sommes pas des moutons des panurges. À la différence des régimes qui se sont précédés, là-bas c'est Alléluia, Amen. Même quand tu es conscient que tel ministre ou tel mandataire ne joue pas bien son rôle, tu t'étais parce que tu as peur du sommet. Mais ici, vous comprenez que la liberté d'expression est garantie. Donc, quand nous avons un ministre des Finances, quand bien même il est issu de l'UDPS, mais nous voyons ces derniers quitter d'abord l'UDPS, créer son parti politique, et au-delà de ça, torpiller les actions des régies financières, et vous voulez que nous puissions nous taire. Non, si les autres peuvent se taire, en tout cas pas Trésor Kalala. N'oubliez pas que j'ai été député, candidat député national. J'ai une base à laquelle je rends des comptes. Donc, quand la base souffre d'un tel fait dans la société, quand il y a des jeunes qui attendent être engagés, quand il y a des jeunes qui attendent que la mise en place soit faite pour qu'ils puissent trouver une brèche de se retrouver, et moi, Kalala, je dois fermer ma bouche, croiser les bras, tout simplement parce que je soutiens le président de la République. J'ai dit non. Soutenir le président de la République, c'est aussi le mettre en alerte par rapport aux mandataires, par rapport aux ministres qui ne font pas bien leur travail, comme le ministre des Finances, M. Doudou Fwamba, qui est en train de torpiller l'action des régies financières. Donc, je ne vois pas un péché en ça, ce n'est pas un mal. Et d'ailleurs, plus loin, moi j'ai toujours dit, les vrais opposants, ce ne sont pas ceux avec lesquels nous nous retrouvons sur le plateau de télévision. C'est qui les vrais opposants? C'est pas Kabila, Katumbi et les autres. Les vrais opposants du président de la République, ce sont les personnes en qui lui a placé sa confiance, mais qui vont à l'encontre de sa vision, qui vont à l'encontre de la manière dont lui veut que les choses se fassent. Là, les vrais opposants de Tshisekedi, à l'instar de monsieur ministre des Finances, Doudou Fwamba. Monsieur le président veut à ce que les jeunes aient de l'emploi. Il y a une opportunité à la DGI. On veut offrir de l'emploi aux jeunes. Mais un ministre nommé par lui bloque les mouvements d'engagement. Et vous voulez que moi je vienne ici applaudir tout simplement parce que je soutiens le président de la République. Je dis non. J'ai des comptes à rendre à ma base, qui est la population congolaise. Je vois des choses comme ça, quelqu'un qui va à l'encontre de la vision du chef de l'État, je les dénonce. Et je crois que c'est ça la liberté d'expression dont nous avons bien respecté l'article 23 de la Constitution. Vous devez par contre nous applaudir au lieu d'être sidérés sur un plateau de télévision. Très bien, on a compris. Voilà. Les provinces. Les provinces, aussi la question du changement de la Constitution, tous ont été unanimes. Certes, disons que cette Constitution, il y a des faiblesses, oui, mais la gestion de ces provinces liées à cette Constitution. Mais on va aborder cet aspect-là. Qu'est-ce qui empêche le gouverneur aujourd'hui d'être efficace? En fait, il y a un tout dedans. Monsieur Herry venait de le dire ici. Nous sommes dans un système de décentralisation et il y a aussi une autonomie de gestion de toutes les provinces. Comme bien même, dans le programme national, il y a aussi une quote-part réservée aux provinces. Mais dans le système actuel de la décentralisation, les provinces sont autonomes. Resserrons les taux au niveau de la ville-province de Kinshasa. Kinshasa collecte 3 impôts. Kinshasa a plus, si je ne m'abuse, plus ou moins 160 quelques taxes qu'il collecte. Donc je ne vois pas les gérants de Kinshasa, là je parle d'un gouverneur, croiser les bras, attendre que le mouvement provienne du gouvernement national, pendant qu'il a d'abord le minimum, ok, d'exercer sa politique. Moi je me pose la question, les taxes que les taximens payent, vous savez nous avons combien de taxis? Les taxes que le moto paye, il semble que nous avons plus ou moins 300 000 motos, il paraît. Mais vous avez suivi le projet de finances pour l'année 2025 de Kinshasa, chiffré autour de plus ou moins 1,5 milliard.
Monsieur Trésor Kala, avec ce montant-là, sur une année, vous pensez qu'on peut... En fait, là, ce n'est qu'une prévision. Ce n'est qu'une prévision. Oui. Dans les collectes... C'est sur base de ça qu'on imprime sa Voilà. politique. Dans les collectes, on peut l'atteindre, on ne peut pas l'atteindre, tout comme on peut aller au-delà. Tout dépendra des circonstances selon l'évolution des temps. Vous comprenez? Mais qu'à cela ne tienne, le gouverneur ont des minimums avec lesquels ils peuvent mener leur politique en province. Tel que... Moi, je me dis, le problème, par exemple, de fixation de prix de transport à Kinshasa, est-ce que ça demande un budget? Mais fixer et les respecter également. Parce Voilà. qu'il faut des inspecteurs qui puissent inspecter, Mais c'est ce que, non, mais, voir... mais commencez d'abord par fixer. Avant d'atteindre 10, on commence par 1. Commencez d'abord par fixer le prix de Mais transport. ce qui existe déjà, est-ce qu'on est en train de... On ne respecte pas. C'est comme ça que je dis. Pourquoi on ne respecte pas? Parce qu'il n'y a pas, il n'a même pas eu d'abord vulgarisation du prix actuel. Aujourd'hui, les Quinois, quand tu lui poses la question, gare centrale limitée, par exemple, ça coûte combien? Il ne sait pas. Chaque chauffeur fixe son prix. Chaque receveur fixe son prix. Et même les terminus, on ne sait plus. Quand je prends, par exemple, un taxi de Rond-Point-Ngaba, la ligne normale doit chuter où? Aujourd'hui, nous assistons au phénomène demi-terrain. En fait, le matin, le transport a un prix. À midi, il y a un prix. Le soir, il y a un prix. Mais c'est sous la barbe de l'autorité. Vous comprenez? Donc, il y a certaines histoires qui ne demandent pas d'abord le moyen matériel. Ça demande d'abord la réflexion et faire appliquer le texte comme vous êtes en train de le dire. Je vais plus loin. Par exemple, toujours le problème des embouteillages qui est devenu aujourd'hui casse-tête pour le peuple. Vous avez besoin d'argent, comme vous le dites, pour appliquer dans un climat assez apaisé votre politique gouvernementale provinciale. Mais on n'a pas de permis de conduire jusqu'à-là, par exemple. On a déjà commencé à imprimer le permis de conduire biométrique. J'ai dit, l'opération a été lancée le lundi. J'ai dit, on n'a pas de permis de conduire. Vous avez un permis de conduire? Non. Donc, si vous dites qu'on a commencé à imprimer... Ça, c'est vous qui n'avez pas fait la démarche pour obtenir un permis. Je dis ceci, on n'a pas encore de permis de conduire jusque-là. Si on a commencé à imprimer, ok, on a commencé à imprimer, mais on n'a pas de permis de conduire, mon cher ami. On n'a pas de permis de conduire. Allez-y. Qu'est-ce qui empêche à ce qu'on mette le permis de conduire en circulation? Mais ça va générer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État et ça va nous permettre à construire les routes, mon cher Dan. Donc, il y a certaines choses qui ne demandent pas de gros moyens, qui demandent seulement la volonté de l'homme. C'est pour ça que moi je dis, parfois le problème du Congo, c'est un problème d'homme. Ok? Nous avons tous les instruments. Les textes sont là, de bons textes. Pas un problème de texte, c'est un problème d'homme. Mais je vous dis les plus grands problèmes. Les plus grands problèmes. Mais ici, ne me faites pas des raccordements flotants pour aller toucher à la Constitution. Parce que je vous vois venir. Donc, moi, je suis dans une gestion au quotidien touchée à un individu. Vous comprenez? Par exemple, nous sommes à Kinshasa, il y a un problème d'embouteillage. Là, c'est pas la Constitution. Non, écoutez, il ne faudrait pas mêler le serviette et les torchons. Ne nous mélangeons pas les pinceaux. Donc, nous sommes dans deux cadres totalement différents. Il ne faut pas me dire, est-ce que ceux qui lisent Mati, est-ce que c'est ça la première constitution? Non, c'est un raisonnement trop bas. Je m'excuse. Parfois, même certains intellectuels font certaines ramifications, mais je les comprends. C'est pour manipuler l'opinion des faibles. Ça n'a rien à voir. La constitution, c'est une affaire globale. C'est au-dessus de la mêlée. Il faut les séparer avec le débat que nous avons de la ici. Constitution, ce n'est pas d'améliorer les conditions de vie, ce n'est pas de donner un cadre de vie meilleur à tous les Congolais. C'est pas ça l'objectif de la Constitution. La Constitution, c'est la loi fondamentale. C'est la loi mère. C'est la loi des lois. Vous comprenez? Mais au-delà de ça, il y a une certaine gestion au quotidien. Une gestion attribuée aux individus. Mais la Constitution, c'est un pacte national. C'est au-dessus de tout ça. Moi, quand je parle de la Constitution, je touche au régime politique, à la forme de l'État. Vous comprenez? Je suis à ce niveau-là. Je ne suis pas dans la gestion courante. Voilà. Qui parfois, ce sont les individus qui doivent émettre leur volonté. Et ici, comme on vient de le dire, les provinces sont autonomes.
Les gouverneurs de toutes les provinces collectent les recettes dans leur province. Mais d'abord, avec les peu qu'ils collectent, ils doivent canaliser ça en bon père de famille et non les dilapider ou les détourner. Donc déjà là, il y a un problème. Mais j'aimerais finir par cette histoire. Parce que vous voulez me parler de la constitution et tout et consort. C'est vrai, notre constitution est en train de prévoir 26 provinces. Mais à mon humble avis, j'estime que ça a été une décision précipitée. Le fait d'exécuter cette disposition-là. Pourquoi? Je me rends compte que c'était une décision... Ça rapproche les gouvernants. Oui, mais avant de le faire, il fallait anticiper d'abord avec les infrastructures. Vous savez qu'on a démembré les provinces. Moi, je viens lors de la campagne, je suis allé dans les Grands Kasaï, c'est au Sankourou. Je suis allé dans les chefs-lieux du Sankourou, à Lusambo. Vous allez pleurer. Il y a pas 1 kilomètre asphalté. Quand tu regardes le palais de justice, mais vous voyez que les gens qui avaient démembré, je crois que c'était en 2015 ou 2016, ils s'étaient précipités sans mettre d'abord des infrastructures en place. C'est maintenant avec le programme 145 territoires, vous voyez, c'est maintenant avec le programme 145 territoires qu'on est en train maintenant de combler tous ces vides-là. Mais vous comprenez que c'est lourd. Donc, ceux-là qui avaient aussi découpé, c'était tellement précipité. Il fallait qu'on nous laisse d'abord dans la configuration d'antan, les temps de mettre des infrastructures, organiser en fait, les espaces avant de nous plonger dans ça. Mais nous sommes déjà dans ça. C'est comme ça qu'il y a des provinces qui sont tellement pauvres, les autres qui sont riches, et ça crée un déséquilibre. Mais pour Kinshasa, parce que nous sommes à Kinshasa, Kinshasa a de moyens minimum. Déjà, le gouverneur peut nous montrer des grands signaux, mais qui jusque-là, on ne les voit pas. Et ne mélangez pas ça à la Constitution. Monsieur Trésor Kalala, on va rappeler que Kinshasa, dans sa superficie, 20% est totalement occupé, c'est tous les 4 districts que nous connaissons, et les 80% sont totalement libres, d'où la question de la gestion du territoire. On appelle ça comment? L'urbanisme. Et le ministre Guilando qui gère ce secteur-là. Aménagement du territoire. Voilà. Kinshasa est occupé à 20%. Certes, la Constitution empêche ou empêcherait les gouverneurs d'être compétents, d'agir ou d'être au besoin ou à la solde du peuple. Mais la question que nous posons, M. Joseph Edeba, votre co-débatteur tantôt était en train de parler, de faire la distinguo, ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Il ne faut pas oublier que ces gouverneurs tirent leur province de la Constitution. C'est la Constitution qui sépare les pouvoirs entre, d'une part, le pouvoir central, d'autre part, le gouvernement provinciaux. C'est dans la Constitution que tout ceci se trouve. Et si ces gouvernants, nous les avons parce qu'il y a un mécanisme qui organise tout ça, et les élections des gouverneurs, c'est justement en rapport avec le respect de la Constitution. Voyez-vous un lien entre la gestion des provinces et la Constitution, la mégestion du pays et la Constitution actuellement? Merci pour la question, cher Dan. Il faut noter que mes co-débatteurs vous ont donné déjà la réponse à cette question. Je rappelle ici que M. Eri Massim, que je beaucoup estime, a dit que nous avons aujourd'hui les problèmes des acteurs politiques qui sont incapables à implémenter des politiques publiques pouvant, n'est-ce pas, résorber l'ensemble des problèmes des Congolais, notamment des problèmes à caractère social. Vous voyez ce que je veux dire? Mon co-débatteur Kalala, Patrick, c'est ça? Trésor Kalala, excusez-moi, il a dit à son tour que le plus grand problème, c'est l'homme politique. Donc les deux vous ont déjà donné la réponse. Non, pas l'homme, il n'a pas dit l'homme politique. Il a dit simplement l'homme. Il a dit le plus grand problème, c'est l'homme. C'est l'homme politique, c'est les dirigeants. Donc les deux de mes co-débatteurs vous ont donné déjà la réponse à votre question tout à l'heure. Alors, il faut retenir une chose, cher Dan. C'est que la conférence de gouverneurs a pour but de harmoniser entre les gouvernants au niveau national et les gouvernants au niveau provincial la gestion harmonieuse ou la gestion efficace
de notre pays et des entités territoriales décentralisées. Il faut noter à cet effet que nous avons un regroupement politique qui dirige les pays. Union sacrée. L'Union sacrée est non seulement majoritaire à l'Assemblée nationale, mais l'Union sacrée aussi a presque tous les gouverneurs dans sa judiciaire. Je vais dire ici tous les dirigeants des provinces. Ils sont de l'Union sacrée. Et aujourd'hui, venir devant votre plateau, dans ces débats, dire que nous avons un problème parce que nous avons un problème de qualité des gouvernants, c'est que on est en train d'accuser indirectement l'incompétence de ces regroupements politiques et de celui qui les dirige, donc le président de la République. Laissez-moi avancer. Ne dites pas de celui qui dirige, dites plutôt la responsabilité individuelle. Permettez-moi d'avancer. Elle n'est pas collective. Permettez-moi d'avancer parce que les gouverneurs, ils sont élus comme à l'Assemblée nationale, les dirigeants de l'Assemblée nationale sont élus par des mécanismes que vous connaissez, les attentes. C'est-à-dire que, par exemple, chez moi, au sud d'Ubangui, il fallait que Jean-Pierre Bemba puisse attendre avec Guy Luando pour avoir monsieur le gouverneur actuel, le pasteur Mobonga, à la tête de la province. C'est-à-dire qu'il y a eu des clauses entre les dirigeants de l'Union sacrée. C'est ce qui revient à dire que cette responsabilité ne s'arrête pas qu'au niveau des provinces, ça monte même jusqu'au niveau national, où il y a des dirigeants de l'Union sacrée qui s'impliquent ou qui se voient directement être impliqués dans la gestion des provinces. Non, mais la compétence... Alors, je suis en train de descendre pour dire ceci. Nos provinces, si elles ne développent pas, nos provinces, s'ils ont des problèmes, s'ils ont des difficultés à évoluer comme il se doit, c'est en rapport avec le leadership et la gouvernance de ces dirigeants. Ce n'est rien d'autre que ça. Il faut le dire, et ça ne commence pas là, je l'ai dit, et je remonte pour dire que c'est aussi au niveau national où nous avons affaire aux dirigeants qui n'ont pas été préparés à bien vraiment gérer la vie. Prenons l'exemple de Kinshasa. M. Herry a dit que nous avons des problèmes parce que Daniel Bumba, qui l'a défendu autrefois, se révèle être incompétent et incapable à s'assumer face aux défis majeurs que les Cubains font face aujourd'hui, notamment en termes de transport. Parce qu'il faut rappeler ici que les gens arrivent aujourd'hui chez eux à peut-être 1 heure ou 2 heures. Faute de quoi? Faute de manque d'entreprises de transport pouvant permettre à ce que les Cubains puissent circuler aisément. Je vais vous rappeler qu'à l'époque, je parle ici de la compétence de la ville avait une entreprise publique de transport qui s'appelait Transkim. Ce n'était pas Transco. Et donc, cette initiative a disparu à cause de la mauvaise gouvernance des dirigeants. Vous allez vous souvenir que ça existait. Deuxièmement, il y a un problème de route. Toute la ville-province de Kinshasa est presque dans le trou. Que ce soit Kabombaré, que ce soit Poilour qui n'a jamais été détruit pendant autant d'années depuis sa construction, que ce soit la route Nyangwe, que ce soit la route Wileri, que ce soit la route, qu'est-ce que je vais dire, Bokassa, Kassai et tout ce que vous voulez. Nous avons la ville dans le trou, nous avons la ville dans des caniveaux. Et ça, ce n'est pas la Constitution qui, n'est-ce pas, fait à ce que nous puissions avoir ce niveau de délabrement d'état des routes. C'est l'homme congolais au centre. Je vais parler ici principalement de l'animateur politique aujourd'hui au pouvoir qui n'insuffle pas suffisamment une gouvernance axée sur le résultat afin de délivrer aux Congolais ce qu'ils ont besoin d'avoir comme réponse au problème. Et voilà pourquoi je m'en vais dire ici une chose. Vous savez, cher Daniel, Desmond Tutu disait, qu'en temps de crise, c'est lui qui choisit de ses terres, choisit les camps de l'oppresseur. Ici, l'oppresseur doit être identifié, il faut le dire, c'est nos gouvernants. Nos gouvernants sont dirigés par M. Félix-Antoine Tshisekedi lui-même. Nos gouvernants sont dirigés par ceux qui dirigent les villes, les gouverneurs. Les provinces sont autonomes dans la gestion. Mais ils sont autonomes quelque part, ils sont là où ils sont parce qu'il y a une politique publique résorbant dans la Constitution le pouvoir en place. L'autonomie des provinces, c'est notamment en termes de gestion. Mais sur le plan politique, Non, la politique, c'est autre chose. La gestion, c'est aussi autre chose. Je vous ai dit même, la gestion, c'est la politique. Ne mélangez pas. Non, la gestion, c'est aussi la politique.
Donc j'étais en train de dire qu'il y a implication directe. Donc, si Kinshasa n'avance pas, c'est le président qui... Non, mais non, j'ai dit si Kinshasa n'avance bien. pas, c'est parce que la famille politique du président a forcé un individu qui n'avait pas compétence à pouvoir diriger cette ville avec ses défis. Et c'est ça le problème. Si les provinces n'avancent pas, c'est parce que l'Union sacrée s'est arrangée à mettre en avant-plan d'abord l'intérêt des regroupements politiques, à la place de se choisir des animateurs de qualité. Et c'est cela le problème. Mon frère Eric l'a si bien dit que le souci majeur aujourd'hui que nous avons dans nos institutions, parce que, il faut le dire, les hommes forts définissent les institutions fortes. Les hommes forts définissent les progrès. Très bien. Et les grands soucis, comme il a dit, je les souligne, c'est la qualité de l'homme qui dirige nos institutions. Très bien. Et c'est ça qui pose problème. Merci beaucoup. Les institutions ne posent pas problème. Ce sont les hommes qui posent problème. D'où les institutions doivent rester intactes. Ce sont les hommes qu'on doit changer. Exact. D'où depuis Kimbuta, Ngobila, Daniel Bumba, on n'a eu que des personnes de mauvaise qualité. On n'a jamais eu des personnes de qualité. Le jour où on aura des gens de qualité, Kinshasa va décoller. C'est ça la conclusion que je comprends de votre intervention. Merci de préciser que c'est votre compréhension. De toutes les interventions. C'est ce que vous avez... C'est votre compréhension, vous avez précisé, parce que vous avez cité les noms des individus. Alors, M. Eri Massimbo, aujourd'hui, dans la gestion des provinces, est-ce qu'il y a des aspects dans la Constitution qu'on devrait toucher pour améliorer la gestion des provinces? Merci beaucoup, M. Dan, pour la Très parole. belle En fait, question. je voudrais proposer, préciser une chose. À mon frère, je n'ai jamais défendu M. Daniel Bumba, mais j'avais soutenu son programme en tant que gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa. Parce que quand j'avais lu les programmes, c'était vraiment appréciable. Ok? Toutes les idées qui étaient étalées par rapport aux autres gouverneurs, d'ailleurs, pour ceux qui avaient suivi sur la radio Top Congo, c'était parmi les meilleurs exposés parmi les meilleurs exposés, c'était l'exposé de Daniel Bumba. Okay. Mais du point de vue managérial, d'accord? De la capacité de pouvoir transformer cette vision en politique publique pour une meilleure gestion ou une meilleure gouvernance de la ville, ça pose d'énormes problèmes. Ça pose d'énormes problèmes. Il y a certaines portes dans la gestion, lorsque vous entrez dans la pratique de la gestion, il ne faut pas ouvrir. Parce que vous risquez d'ouvrir une autre porte où loge le diable. Et quand vous ouvrez une porte où loge le diable, sachez que vous ne serez pas tranquille, vous n'allez pas gouverner comme il faut. C'est l'erreur de beaucoup de dirigeants dans ces pays. Mais c'est Dan, il faudrait d'abord préciser une chose dans la définition de la Constitution, par mon entendement. La Constitution, au départ, c'est la loi des lois. D'accord? La Constitution ne définit pas les prix. La Constitution, c'est cette loi mère qui définit l'organisation et le fonctionnement des institutions. D'accord? Alors, comme certains pourraient le dire plutôt, dire que voilà, ces conditions de ça, la biloko boyez à la terre. Non. La Constitution définit la gestion et le fonctionnement. La Constitution définit les principes généraux de fonctionnement d'un État. D'accord? La Constitution définit les niveaux de vie qu'un Congolais doit avoir. Il doit avoir l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, à l'éducation, l'école primaire doit être gratuite, tout ça. La Constitution définit tous ces mécanismes. Comment est-ce que ça doit se faire? Mais maintenant, il faudrait des lois organiques qui maintenant organisent aussi certaines entités de l'État, d'accord, pour sa bonne marche. Mais dire que voilà, c'est la Constitution qui fait ceci ou cela, non. En fait, il faudrait disséquer la Constitution, la loi ou les normes de la République et aussi la gestion ou la gouvernance de la République. Donc, on ne voudrait pas se jeter dans ces débats-là de constitution, de la gestion, et à l'IPA, est-ce que ça définit la constitution? Bon, ils ont défini, vous avez défini, mais est-ce que vous pouvez définir la constitution? C'est toutes ces questions-là qu'il faudrait répondre à ça. Hein? D'accord? Donc, nous croyons vivement que... Est-ce que le changement de la constitution peut améliorer la gouvernance des provinces? Ça pourrait améliorer la gouvernance de province au moment où c'est lui qui est là à la tête du pays, le président de la République, constate qu'il y a des faiblesses. Qu'il y a des faiblesses. Parce que Kabila l'avait aussi constaté. OK?
Tshisekedi aujourd'hui, s'il constate qu'il y a des faiblesses, enfin, notre avenir n'est pas scellé, cette constitution n'est pas une fatalité dans laquelle le peuple est scellé, notre avenir est scellé. Non, mais c'est une loi mais bien évidemment, mais c'est le peuple aussi a les droits et le devoir de pouvoir l'améliorer par rapport au contexte. À l'époque, quand cette constitution a été validée, mais c'était dans une période post-belligérante, d'accord, où ce sont que le belligérant qui s'était réuni pour pouvoir définir le mode de gestion et de collaboration des structures de l'État. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une période post-belligérante. Nous sommes dans une période post-alternative. Alternance démocratique. Alors, quoi de plus normal s'il y a des constances Vous n'avez pas constaté quelque chose dans ce genre-là? Non, si le peuple, le chef de l'État a fait des constatations et que cela nécessite, d'accord, aujourd'hui, que la révision puisse être, la constitution plutôt, puisse être revue. Oui. Mais où est le problème? Où est-ce que ça fâche? Mais c'est lui qui n'est pas d'accord avec ça, mais qui brandit ses opinions. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas être d'accord ou contre, d'accord, avec ça et rester à la rue. Mais le grand débat se passe au niveau des institutions politiques, notamment le gouvernement et l'Assemblée nationale, avant que la grande question puisse être mise sur la place publique, où tout le monde pourrait apporter un avis. Mais le chef de l'État a bien dit que le débat reste ouvert. Il n'a pas restreint la liberté d'expression à X ou à Y. Tout le Congolais, il croit fermement que tout le Congolais a le devoir et le droit de pouvoir y mettre son avis. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a le bâton de commandement. Et c'est lui qui voit ce qui est mieux pour la République, parce que c'est lui qui a la commande, le gouvernail de ces pays. Nous, en tant que Congolais, par ses devoirs constitutionnels, parce qu'il est les garants et les symboles de notre unité nationale, nous devons lui faire confiance et l'accompagner dans sa vision. Merci beaucoup, M. Eri Massimbo. M. Trésor Kalala, quel est votre avis par rapport à la Constitution et la gestion des provinces? Est-ce qu'il y a quand même des petits soucis dans la gestion des provinces liés à la Constitution? Merci beaucoup. Il y a un grand souci même. Mais j'aimerais rebondir quand même sur ce que le représentant de Matata venait de dire sur ce plateau. Lorsque j'ai dit que c'est un problème d'hommes et tout, et il a eu à citer certaines entreprises qui existaient à l'époque, sous prétexte que c'était des entreprises de l'État ou du gouvernement provincial. Il a parlé des Transkin. D'abord, Transkin n'a jamais été une entreprise de la ville. Non. Transkin, c'est une entreprise privée entre l'individu de Kimbuta et un particulier, un privé. Mais on a donné le nom... Comment il s'appelle les privés? On a donné le nom m'échappe, mais retenez que c'était un particulier. C'est faux. C'était un particulier, ce n'était pas l'État congolais. Donc, il y avait deux partenaires, l'individu de Kimbuta et l'individu, en fait, et le privé, l'autre privé qui se sont associés pour mettre en place Transkin. Allez vous informer, ça n'a jamais été l'entreprise de la ville de Kinshasa. Jamais, c'est faux. C'est une entreprise privée, Transkin. On a donné seulement le nom. Transco. En 2019, on fait l'inventaire des bus Transco. C'est 44 bus. Non. Transco. 44 bus. En 2019. Qui a fait l'inventaire? Lorsqu'on fait l'inventaire. Qui a fait l'inventaire? De Transco, c'est 44 bus. Ah. Mais à ces jours, jusqu'à ces jours, on a amené à Transco, on a acheté pour Transco 450 bus qu'on a même élargi en province. J'étais à Mujimai, j'étais à Kananga, j'étais à Lubumbashi, j'ai vu Transco. De mes propres yeux. Donc, il ne faudrait pas dire des histoires lorsqu'on n'a pas une information profonde dans ça. Et d'ailleurs, dans Transco, il y a à boire et à manger. On a eu à faire un débat sur ça avec mon ami. Le Français, partenaire de Transco, a laissé 100 millions de dollars dans un compte séquestre que Matata devra justifier. C'est un nouveau dossier. Il y a le Français qui est parti, l'actionnaire dans Transco, 100 millions de Congolais, plutôt 100 millions de dollars. Qui doit être... Comment il s'appelle les partenaires? C'est un dossier qui est en gestation. Comment il s'appelle les partenaires? Allez vous informer. Vous n'avez pas... Vous avez une... Ça, c'est une mauvaise information. Permettez de... Pourquoi ça vous agitez? Non, je ne m'agite pas. L'information n'est pas complète, cher Dan. Aidez les Congolais à comprendre.
Qui est ce Français? Qui est ce partenaire? Je Allez-y. suis dans les principes généraux. Oh, quel principe général? Quand c'est une dénonciation, soyez, assumez-vous, dites tel partenaire. Transco, j'ai dit, on a trouvé 44 bus. Aujourd'hui, Qui a trouvé les 44 bis? Monsieur, quand vous faites ça, vous ne parlerez pas parce que vous parlerez en dernier. Ce n'est pas Oh là là, intelligent. allez-y, Vous allez-y. n'êtes pas stratège. Allez-y, allez-y. Quand vous me dérangez, c'est obligé de vous déranger. Allez-y. Pendant que vous allez parler en dernier. Allez-y. C'est pas bien réfléchi de toute façon. Allez-y. Donc, une petite intelligence dans les débats. 44 bus, nous avons amené 450 bus qu'on a propagés même en province. Donc, déjà sur ces points-là, il ne faudrait pas jeter du discrédit là où il ne fallait pas jeter, même si je dis, c'est un problème d'homme dans la gestion des choses. Mais pour motiver votre argumentaire, n'amenez pas des mensonges aussi tranquilles pendant que c'était en entreprise privée, Transco pendant que c'était déjà en faillite, et c'est le régime actuel qui l'a relevé. Il y a même des bus qui ont été fabriqués ici, alimentés à la 12e rue. Combien de Comprenez? bus? Donc là, déjà, c'est un faux argument. J'entre dans la pertinence de votre question. Qu'est-ce qui gêne la gestion? Qu'est-ce qui gêne la gestion de province? Est-ce que la Constitution gêne la gestion de province? Mais je dis, effectivement, ça gêne déjà à l'origine de choses. Chaque rivière a sa source. Comment ces gouverneurs sont mis en place? Comment ils sont gouverneurs? Donc, comment on devient gouverneur? Déjà, vous comprenez que ce n'est pas des méthodes très frauduleuses et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nos gouverneurs sont élus par des grands électeurs. C'est le plus offrant qui est élu par les députés provinciaux, n'est-ce pas? Et quand les gouverneurs sont là, pendant leur gestion, ils sont tout le temps, je dirais même gênés par les assemblées provinciales. Les assemblées provinciales, il suffit que les députés aient fait, ils lancent une motion. L'année passée où le régime passe, non, le mandat passé, on a eu 14 provinces sous motion sur les 26. Et là, ça torpille le vrai développement à la base. C'est comme ça que moi je dis, la forme de l'État que nous avons aujourd'hui est en train d'influer même sur la gestion des provinces. Si les gouverneurs étaient nommés, si les gouverneurs étaient élus directement par la population, ça serait différent de si les gouverneurs sont élus par des grands électeurs. Parce que nous avons des gouverneurs dans lesquels le peuple ne se retrouve pas. Ces gouverneurs n'ont pas de comptes à rendre directement au peuple. Mais c'est d'abord à l'Assemblée provinciale et puis ça descend au peuple. Parce que quand ils sont là, ils se voient dans les députés qu'ils ont soudoyés et non dans l'ensemble de la population de la province. Et là, ça pose déjà un sérieux problème. Parce qu'il sait que moi, je dépends d'eux. Une fois qu'eux sont satisfaits, nous l'avons vu ici avec Ngobila, avec la dynamique Ngobila. Quand il satisfait les députés, on les laisse tranquilles. La population, vous allez beau crier, mais vous ne pouvez pas l'enlever de là. C'est l'Assemblée provinciale. Mais si c'est le président qui nomme le gouverneur et qui les révoque, vous verrez que la gestion sera différente. Parce qu'avec cette constitution, le président investit le gouverneur par ordonnance présidentielle. Mais pour les démettre, il faut l'Assemblée provinciale. C'est au point qu'un gouverneur peut même dormir. Parce qu'il sait que celui qui doit me faire partir, c'est l'Assemblée provinciale. Si l'Assemblée provinciale est déjà dans sa poche, eh bien, il ne partira pas. Et là, ça pose un vrai problème de développement à la base. Le chef de l'État est un chef de la majorité qui dirige. Il peut demander ce que les... Mais avec ce que vous avez déjà... Attendez. D'abord, ici, quand vous parlez de la majorité, je vais faire un raccordement par rapport à l'UCN, Union Sacrée. Lorsqu'il dit que tous les gouverneurs sont issus de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, et l'Union Sacrée a un chef et tout et consort. D'abord, moi, cette histoire de l'Union Sacrée, ce n'est plus ma tasse de thé. J'ai allé dire plusieurs fois ici. J'étais en train de demander même la dissolution de l'Union Sacrée parce qu'elle ne répond plus à la vision du chef. Parce que le chef a fait quoi? Il a dit, je me suis débarrassé du FCC, j'ai tendu ma main à toutes les forces politiques vives du pays. Venez, mettons-nous ensemble et gérons le pays de manière à ce que le peuple puisse se retrouver. Les gens sont venus. Mais dans le parcours, vous constatez qu'ils ne respectent plus la vision du chef. Ils font ce qu'ils sont en train de faire. Et par conséquent, l'idéal de l'Union Sacrée n'a plus son pesant d'or. Et par conséquent... Ils sont en train d'échouer dans la mission que le chef leur a. Effectivement. Et puis dans l'Union Sacrée... Par conséquent, le chef aussi est en train d'échouer. Attention, c'est différent. Lui, il donne l'impulsion. Mais quand ces hommes ne respectent pas sa vision, son impulsion,
Ces hommes échouent, élus par conséquent. Le Congolais n'est pas dupe. Le Congolais n'est pas dupe. Le Congolais sait que le chef n'a rien à voir. Effectivement, d'ailleurs, les chefs n'ont rien à voir. Même au regard de cette constitution. Quand vous lisez l'article 91, c'est le gouvernement ou le premier ministre qui suit la politique du gouvernement, qui en assure les suivis et même l'exécution. Le président même irresponsable devant le Parlement, par ricochet devant le peuple. Donc ici, il faut dire que le gouvernement échoue parce que cette constitution met le président à part. Il n'est pas responsable dans l'échec des actions gouvernementales. Il ne répond même pas devant le peuple. Il réunit les gens au conseil des ministres, il donne les directives, mais sur le terrain, eux, ils vont à l'encontre de choses. Et par conséquent, ils vérifient l'application. Mais nous avons un président qui a les mains liées. Il fera quoi? Attends. À travers les tu ouvres de brèches. Ok. Et c'est quoi la sanction? C'est quoi la finalité? C'est quoi la finalité? Lui, en tant que président de la République, définitivement. C'est quoi la finalité? Nous avons un président qui nomme le premier ministre. Il ne sait pas le révoquer, sauf aval de l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale, il est le chef de la majorité, d'ailleurs une majorité qui est totalement indisciplinée. Mais je vous dis, écoutez, il y a eu motion, je donne 2 exemples puis j'ai fini, ça va prendre 30 secondes. Il y a eu motion contre Guizaro, n'est-ce pas? Contrôle du gouvernement. Motion contre Guizaro, je viens de s'expliquer. Les députés ont apposé leur signature. Ok? Mais après, il y a ceux-là qui ont retiré, toujours dans la majorité. Il y a ceux-là qui ont maintenu, toujours dans la majorité. Donc déjà, au sein de l'Union sacrée, il y a un problème. Même dans la composition du bureau, et du Sénat, et de l'Assemblée nationale. On vous dit, le président, vous devez vous entendre pour donner un président pour l'Assemblée nationale. Mais il y a 3 personnes qui sont présentées. Bahati, l'autre, Mbosso et Vital Kamerhe. Et en fin de compte, il faut aller aux primaires. Et on a sorti un président. Au Sénat, le président dit pour le poste du premier vice, par exemple, ça doit revenir à l'UDPS. Questeur, ça doit revenir à MLC et puis ça suit et consort. Mais dans l'applicabilité, il y a Kamerhe qui dit non, moi je ne respecte pas ça, moi je vais amener aussi un candidat. Et il a amené un candidat. Donc vous voyez que déjà dans l'Union sacrée, il y a un sérieux problème de discipline directive. On dirait que le président ne regarde même plus cette histoire de l'Union sacrée. Lui, son problème ici maintenant, c'est le peuple congolais, point barre. Donc il ne faut pas dire l'Union sacrée a échoué, c'est que le président de la République a échoué. Non, le président de la République d'abord, il est irresponsable au regard de cette constitution. Et au-delà de ça, l'Union sacrée ne veut pas dire Félix Tshisekedi. Ah non, c'est comme ça que nous sommes en train de dire qu'il faut changer cette constitution. Changer la forme de l'État pour permettre au président de la République d'être responsable et aussi nommer le gouverneur directement. Et là, il faudrait que la forme de l'État puisse changer. Donc, cette constitution est en train de gêner le fonctionnement des provinces déjà à la base. Merci bien, M. Trésor Kalala. On doit finir rapidement. Merci bien pour cette intervention. On va finir avec M. Joseph Edeba. Toujours est-il qu'il faut qu'on sache qu'à la fin de chaque législature, le chef de l'État, il répond au peuple de sa gestion. C'est abusivement. C'est ça le piège dans cette constitution. C'est abusivement. Donc, dans la tête du Congolais, nous sommes dans un régime présidentiel, mais dans la constitution, nous sommes dans un régime semi-parlementaire. C'est ça la confusion. Rendons le président, c'est un chef qui règne mais qui ne gouverne pas. Il a le main lié. C'est le chef du pouvoir exécutif. C'est ça la lettre. C'est ça la lettre. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'il peut faire au Premier ministre? Même un ministre qu'il nomme, pour qu'il parte, il faut sous proposition du Premier ministre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Merci bien, on va finir. Monsieur Edeba, rapidement, cette constitution a des faiblesses. Certainement. Cher Daniel, je pose la question. Cher Dan, Répondez d'abord à ma question, s'il vous plaît. Cette condition des faiblesses ou... C'est à quel niveau déjà les faiblesses? Non, répondez à ma question. Non, je ne peux pas répondre à votre... Ça, c'est un piège. Vous me posez sur quelle faiblesse parler, allez-y. Je vais vous répondre. Si vous me demandez, est-ce que les lois établies méritent, au fil de l'avancement de notre société, méritent bien des amendements, je dirais, une œuvre humaine est une œuvre imparfaite. La Constitution étant une œuvre humaine. Exactement, la Constitution de la République démocratique du Congo est une œuvre humaine, donc, imparfaite. On peut la parfaire, mais avec, bien entendu, les dispositions qui s'y trouvent. La Constitution elle-même a prévu, s'il vous plaît, je suis en train de venir, la Constitution a prévu les mécanismes par lesquels
nous pouvons procéder pour arriver à amender les dispositions de la même Constitution. Vous comprenez? Et donc, c'est bien défini. La Constitution n'a pas prévu les changements parce que M. Tshisekedi est irresponsable face à X de l'Union sacrée, face à X gouverneur. Non. Il a dit ici, mon frère Kalala, que le président avait une vision où l'Union sacrée ne suivait pas. Mais il ne vous a pas dit c'est quoi la vision du chef de l'État. L'ODEP a dit, l'ODEP a fait son rapport pour dénoncer plus de 2 milliards de détournements ici de ces régimes de gouvernance à partir de 2019 jusqu'à 2023. Ça, c'est la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État, c'est, s'il vous plaît, la vision du chef de l'État, c'est l'irréalisme du budget. La vision du chef de l'État, c'est les dépassements budgétaires. La vision du chef de l'État, c'est les soldes budgétaires négatifs. Ah, ça, mais c'est la réalité, papa. L'ODEP a publié, s'il vous plaît. La vision du chef de l'État s'est traduite par la matérialisation des actions publiques posées au sein de la population. D'abord, c'est quoi? Oh là là, oh là là. Laissez-moi avancer. Vous avez présenté des élucubrations ici, je ne vous ai pas interrompu. La vision du chef de l'État n'est pas de la mythologie, monsieur. La vision du chef de l'État s'est traduite par les réalisations, c'est traduit par les routes asphaltées, c'est traduit par la construction des entreprises. Ça s'est traduit par... S'il vous plaît. La vision est différente de la réalisation. Quand je parle de la traduction, ça veut dire quoi? Comprenez français, s'il vous plaît. Quand j'ai dit la vision du chef de l'État s'est traduite par la matérialisation des actions publiques. L'inflation, l'emploi, les routes, les entreprises publiques. C'est ce qui d'ailleurs traduit... Votre voisin d'en face a dit que la Constitution a une ambiguïté selon laquelle le chef de l'État est élu au suffrage universel direct, mais dans l'effectivité n'a pas la totalité du pouvoir. Son pouvoir est plutôt entre les mains d'une autre personne qui n'a pas été élue. C'est un dysfonctionnement institutionnel qu'il faudra corriger par le changement de la Constitution. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, Trésor Kalala est en train de présenter des choses de manière biaisée, comme toujours. Tout ce que lui veut, comme toujours, il veut bien que nous puissions créer un Dieu. La motivation profonde soutenant la démarche du changement de la Constitution par nos amis de l'Union sacrée est basée sur le simple fait qu'ils veulent créer un gouvernant éternel, notamment le président à vie. Mais c'est cela, parce qu'ils savent qu'ils sont bloqués par l'article 70 de la Constitution qui limite les mandats du président de la République à 2 tours, non renouvelables. Et ils veulent aussi, de la même manière, donner tout le pouvoir au chef de l'État pour gérer la nation comme bon lui semble. C'est-à-dire qu'on n'est plus cette fois-là dans la logique démocratique. On veut créer un dictateur qui peut nommer, révoquer quand il veut comme bon lui semble. Alors que notre nation, pour que ça développe, on n'a pas besoin de rentrer dans cette léthargie. Je vous rappelle ici, cher Dan, que avant que nous puissions rentrer dans la Troisième République, nous étions sous le régime présidentiel avec Mobutu. Est-ce que c'était les gages des progrès de nos institutions? Ces gens ici ne se posent pas les bonnes questions. Dans la Constitution était... Mais écoutez, il faut que nous puissions nous rappeler que nous étions dans un régime présidentiel où M. Mobutu pouvait dire « je te nomme commissaire là-bas, commissaire de l'autre côté ». Est-ce que c'était les gages du progrès? Non. Aujourd'hui, il faut le dire à nos amis de l'Union sacrée que le progrès de notre nation est basé sur, n'est-ce pas, le leadership et la gouvernance axée sur le résultat à délivrer à la population. Je l'ai entendu bien le parler dans son discours. Il a si bien reconnu qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes, non pas des dysfonctionnements au sein des institutions, mais des hommes qui animent ces institutions. Il a reconnu qu'aujourd'hui, nous avons un problème. Le souci majeur, c'est d'avoir des gens incompétents à délivrer des résultats attendus par les Congolais. Ils ont réussi une chose, cher Dan, je dois vous le dire. Ils ont réussi à transformer pendant 6 ans les rêves des Congolais de voir ce Congo devenir un Congo où nous avons la fierté de le présenter au monde entier à une désillusion profonde. Ils ont traduit l'espoir des Congolais de voir les emplois se créer. Les routes s'arranger, les hôpitaux se construire, la sécurité se rétablir à une désillusion profonde. Voilà pourquoi il nous ramène dans le débat de la distraction, ce débat-là de changer la Constitution, parce que le but ici, c'est de créer un président à vie qui restera là et qui n'aura de compte à rendre à personne, à aucune institution, qui, n'est-ce pas, se verra limiter ses pouvoirs. Alors que nous sommes dans un pays sous un régime démocratique, nous devons co-gérer ensemble la nation pour la mener à bon port. On ne doit pas créer un Dieu à l'instant où les Congolais ont des mots
qui exigent et qui nécessitent des réponses adéquates. Et donc, en effet, nos amis sont toujours dans le mauvais côté de l'histoire. Voilà pourquoi, à défaut de présenter une réalisation concrète caractérisant, c'est pourquoi le président Tshisekedi a été élu, ils amènent ces débats de changer la constitution alors que le peuple en a pas besoin. Il faut préciser ici, cher Trésor Kalala, je vais le dire aussi à nos amis qui nous suivent, que personne ne soutienne cette démarche mortifère, cette démarche qui va nous reculer au lieu de nous faire avancer, parce que les changements de la Constitution n'est pas les gages du progrès de notre nation. Aucune nation dans le monde n'a progressé à cause d'avoir changé les textes. Et il y a même de ces nations dans le monde qui avancent sans avoir les textes, notamment la Constitution. Il faut qu'on se le dise, le problème aujourd'hui, c'est la gouvernance, la mauvaise gouvernance de M. Félix-Antoine Tshisekedi et collaborateurs de l'Union sacrée qui ont détruit ces pays au lieu de les faire progresser. Merci bien, M. Joseph Edeba. Merci bien, M. Trésor Kalala. Merci bien, M. Herima Simbo. Malheureusement, on doit s'arrêter là. Le temps nous est imparti. Je dois vous libérer. Vous devez certainement aller vaquer à vos occupations professionnelles. Hein. Je ne vais pas vous retenir longtemps ici. Merci quand même d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir égayer nos téléspectateurs qui nous ont suivis à la maison, partout dans le monde. Notre volonté commune, c'est justement voir ce pays prendre de la hauteur, changer avec ou sans l'Union sacrée. Nous voulons voir ce pays avancer. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci.